On appelle Jean-Michel, un cousin éloigné à moi qui est à Cannes et qui va nous donner un peu la température. Jean-Michel... Oui, bonjour. Oui, il est en ligne. Salut Jean-Michel. Comment allez-vous? Bah ça va super, c'est Feta BA. Feta BA. Les bandes annonces, le film, le podcast, les trucs, les copains, la bière. Ah, Romain, oui, bien sûr. Oui, voilà, on s'est rappelé hier, tu te rappelles pas? Moi aussi, je me rappelle, mais j'étais un peu bourré. Sacré Jean-Michel, il nous fera toujours rire. Jean-Michel, dis-moi, il me semblerait que tu es en envoyé spécial là directement à Cannes. Est-ce que tu peux nous donner un peu des petites infos croustillantes? Bah écoute, à propos de ça, je vous ai vu à la Cannes, en fait, là, je suis toujours à Perpignan. Ah ma merde, ok, bon. Mais sinon, Jean-Michel, il y a peut-être un festival à Perpignan. Oui, le festival de Perpignan, c'est le film sur les moules. C'est quoi là qui fait l'ouverture du coup? Ça s'appelle Marinière 2. Sacré Jean-Michel. Bah écoute Jean-Michel, pour le coup tu nous sers pas à grand chose. Là on est en train de... Ouais, c'était de la merde ce que j'ai dit. C'est pas de la merde du tout, mais là on est en train de faire un film de zombies. Par exemple, toi ton film de zombies préféré? Ah, mon film de zombies préféré, c'est sûrement un film avec Catherine Deneuve. Hein. Je dirais... Allez hop, générique. In a world. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce, sans aucune objectivité. Alors pour cet épisode, nous allons nous plonger dans le luxe à gogo car ça y est, la grande famille du cinéma se retrouve sur la croisette pour le Festival de Cannes. Et ici, à Feta BA, on déroule notre tapis rouge pour notre festival déconne. J'aime beaucoup. Alors, ambiance royale pour les présentations. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir autour de moi la duchesse Clémence de Pompadour. Bonsoir. Nous avons également avec nous le comte Kevin de Montmorency. Bonjour monsieur le comte. Comment allez-vous? Très bien. Nous avons également Bruno, le marquis des faubourgs de Oberstraßenheim. Bonjour, on est Oberstraßenheim. Cette bande de fragiles. Ça passera pour cette fois. Également Johanna, la vicomtesse d'Aboquamecro. Alors, chip royal, hein, chip royal. Et Johan, le chevalier de la moulinette. Oui, bien le bonjour, monsieur. Vous revenez de bataille, vous avez l'air en sang. C'est pas le mien. C'est celui de ces saloperies de paysans. Et moi, qui suis là, Romain. Tout court. Ah merde! Pardon, je t'ai complètement oublié. Je n'ai pas été introduit. T'inquiète pas, je suis là pour t'introduire, mon petit. Enfin. Et le baron Clément de Putincourt. C'est moi. Ah là là, ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce 3e épisode. Quel beau début d'aventure. Alors pour aujourd'hui, petit sommaire rapide de l'émission. Nous allons explorer le monde des morts-vivants avec le film The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Jarmusch. Et donc le match retour électrique, car nous sommes partis voir Détective Pikachu qui, spoiler alerte, nous a défrisé la touffe. Ouh. Je sais qu'il y avait beaucoup d'enfants dans la salle, mais quand même. Ah moi j'avais la touffe en feu, mon frère. À la fin. Donc on y reviendra en fin d'émission. Restez avec nous jusqu'au bout si vous voulez avoir nos impressions sur Détective Pikachu. Est-ce qu'on se lancerait pas la BA de la semaine? Allez, oui, let's go. C'est parti. In this peaceful town, on these quiet streets, something terrifying,
Something horrifying is coming. Excuse me, we're closed. What the hell was it? A wild animal? This is really awful. Maybe the worst thing I've ever seen. Well, was it wild animals? So what are you thinking? I'm thinking zombies. What? You know, the undead. Ghouls. You look gorgeous. Oh my. Are you in this together? Flesh-eating zombies. Don't joke, it's really, really creepy. Oh, man. This isn't gonna end well. They gravitate towards things they did when they were alive. Coffee. Chardonnay. Did she just say Chardonnay? Yeah, she did. Waouh. Et ben voilà, donc sacré BA pour commencer ce festival de Cannes qui s'est ouvert aujourd'hui sur la Croisette, et encore plus avec un film de genre de zombies. La BA de Dead Don't Die, qui comporte combien de plans? Et pour ça, pour savoir combien de plans comporte la BA, et ça va nous aider, vous allez voir, j'appelle El Calculator. Bonjour, pour The Dead Don't Die, il y a 105 plans. Pour The Dead Don't Die, il y a 105 plans. Faut le mettre en anglais là, El Non, Calculator. t'inquiète pas, je vais monter le pourcentage anglais. Merci El Calculator. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué pour toi cette BA à compter? Un peu, car il y a beaucoup de flash, de lumière. Ok. Merci. Bon, non, mais on va essayer de faire un peu plus connaissance, toi et moi. Quoi de prévu ce week-end, El Calculator, par exemple? Je vais apprendre l'anglais. Ok. Je crois que ce personnage va vite disparaître. Non, s'il te plaît, aie pitié de moi, Romain. D'accord, bon, bah tu te tiens à carreau. Hein. D'accord. Au revoir. Au revoir, El Calculator. Bah dites au revoir, El Calculator. Ouais, salut. Au revoir à tous. Donc on a cette BA qui s'ouvre sur une ambiance inquiétante, un peu à la Thriller de Michael Jackson, avec une grosse voix genre Vincent Price, où on découvre cette petite bourgade des United States of USA. Centre-ville. Centerville. Je savais pas qu'on disait. Population 738 personnes quand même, c'est beaucoup. Ah, t'es parti chercher dans le c'est détail. marqué dessus, regarde. Ville fleurie ou pas? Je crois qu'ils ont 3 étoiles, la ville fleurie. D'accord. Mais bon, 738, à mon avis, ça va aller en descendant, vu ce qui se passe après. Et donc, oui, cette ambiance, là, tout de suite, totalement ténébreuse, ultra sombre, inquiétante, avec des petites notes de musique bien placées comme il faut. La lune entre les arbres. Ambiance. Des plans qu'on a déjà vus un peu partout dans les films de zombies, des corbeaux, des renards. Et soudain, une main qui surgit de la terre. Ouais, c'est ça. Et ce plan classique qu'on connaît, qui est d'ailleurs un peu l'affiche du film, mais voilà, il nous expose ça. Et donc, je pense que c'est très vite posé comme ambiance. On sait dans quoi on est tombé. Et moi, j'ai été surpris de voir Iggy Pop débarquer dans tout ça. Ici, au concert ou quoi? Mais je sais pas si c'est un zombie ou pas, parce qu'ils l'ont maquillé ou pas. J'arrive pas à faire la différence. Non. Et d'ailleurs, t'as Iggy Pop qui dit coffee. C'est le seul truc qu'il dit. Donc, il veut boire un café. Donc oui, et là, introduction d'un trio de policiers qui dépotent. Qui sont-ils? On les reconnaît tout de suite, nous cinéphiles avertis. Oui. Mais oui, ce sont eux. Bill Murray et Adam Driver. Ainsi que Chloé Sevigny. Et Chloé Sevigny. Oui, c'est le genre de fille, moi je la vois souvent dans beaucoup de films, mais je me rappelle jamais de son prénom, ni de son blaze. Elle a joué dans quoi? Moi, elle me dit rien. Elle est dans Zodiac. Oui, c'est la femme de Jack. Yes, c'est vrai. Et donc oui, on a ce trio-là qui a l'air totalement dépassé par les événements, hein, donc qui apprennent que les morts semblent revenir à la vie. Au début, ils pensent que c'est des animaux. Et nous avons un truc très intéressant du coup, Adam Driver qui dit que c'est peut-être des zombies. Donc on est dans un film qui prend conscience qu'il y a des zombies dans son univers, ça existe déjà. Et ben parfait, parce que c'était exactement le point que je voulais soulever avec vous. Donc oui, on a Danny Glover, ça fait plaisir de revoir Danny Glover. Ouais. Moi je croyais qu'il était trop vieux pour ces conneries, mais apparemment non. Oh, t'as volé ma blague, je suis dégoûté. Non. Mais je voulais la faire, c'est pas grave. Donc oui, pour revenir à ce que tu disais, Johan, et c'est justement ce qu'on va essayer de savoir, c'est est-ce qu'on est face à des zombies? Est-ce qu'on est face à des revenants?
Est-ce qu'on est face à des infectés? Parce qu'il y a plusieurs types, nous qui sommes un peu fans de ce genre de film-là, de zombies. Non, mais par contre, Romain, excuse-moi, tu fais quelle différence entre zombie et revenant? Alors... Je crois qu'en fait, c'est la même chose. Par contre, des infectés, c'est pas la même chose. Non, les revenants, ça peut être des fantômes aussi. Ouais, c'est ça, je dirais que revenant, il y a les fantômes dedans. Oui, mais des zombies, ils reviennent aussi. C'est mort-vivant que tu veux dire. Là, clairement, tu vois, là, clairement, ils sortent de terre pour revenir. Alors que t'as, par exemple, dans Walking Dead et tout, ça n'existe pas. Ça, il faut avoir été infecté, ensuite t'es mort. Enfin, même si tu meurs dans Walking Dead, tu deviens un zombie. Alors que là, c'est les morts qui sont déjà morts depuis longtemps qui reviennent. Enfin, oui, mais quelle que soit la manière dont le zombie est créé, qu'est-ce qui définit le zombie? C'est son cannibalisme, peut-être ou... Non, mais il me semble que le zombie, t'as quand même à l'origine un côté vaudou. Et que c'est pas forcément des morts vivants, mais des gens dont tu prends. En gros, tu les contrôles pour qu'ils fassent des choses à ta place. Et je crois que les zombies modernes, c'est plus des morts vivants. Du coup, c'est des morts qui sortent de terre pour te manger. D'accord. Okay. Oui, effectivement, le zombie peut être dans un état de transe, mais pas mort en fait. Mais est-ce qu'ils transmettent là, on l'apprendra en matant le film, mais est-ce qu'ils transmettent la zombitude? La zombité. La zombité. Zombiliarité. La zombiliarité. Ça, c'est quand ça s'aggrave. Zombification. À d'autres personnes. Ou bien ils les bouffent et ils meurent. Bah, vu qu'il y a plein de zombies, je pense que. Et vu qu'il n'y a pas énormément d'habitants dans la ville, on se rend pas vraiment compte en fait. Et par contre, moi j'aimerais rebondir sur le terme zombie qui est employé là dans la bande-annonce. Donc du coup, dans le film, il le sera aussi. C'est quelque chose que j'ai pas personnellement eu l'habitude de voir, des personnes qui ont conscience que les zombies existent face à cet événement dans les films de zombies. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Dans les films de zombies, l'événement arrive et tout, etc. Et ils sont surpris et ils font pas référence aux zombies comme si les zombies n'existaient pas dans leur monde de manière culturelle. Bah, je crois juste dans Shaun of the Dead, ils ont cette conscience-là, mais ils s'interdisent de parler de zombies parce que c'est comme s'ils voulaient pas l'accepter, tu vois. Il dit, dehors il y a des Z, il dit non, dis pas ce mot-là. Quel mot? Bah, le mot en Z, tu vois. Voldemort. Voldemort. Voldemort, ouais. Donc, oui, Kevin. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais ça va me revenir. Non, mais attends, moi j'ai un truc à dire. En fait, quand tu dis oui, effectivement, le mot zombie est rarement utilisé parce qu'en fait, c'est un mot, même si on n'arrive pas à le définir, c'est un mot code. C'est un code du genre horrifique, mort-vivant. Et effectivement, quand Adam Driver dit ça, on a l'impression que c'est déjà quelqu'un proche de notre génération ou proche du spectateur qui, effectivement, peut-être a regardé ces films et a déjà intégré le code. Oui, donc ça veut dire que dans ce film-là de Dead Zombie, les films de zombies existent. C'est ça, ouais, c'est ce que j'ai compris. Moi. Et ben ça c'est cool. Donc pas d'infectés, donc on parle de zombies ici, de revenants, si on veut. Undead. Et il dit même ghouls. Les ghouls, je crois que c'est globalement des zombies, hein, c'est juste un autre nom. Ils sont juste un peu plus cool. Oh putain. Je crois que c'était bien que tu parles. En tout cas, dans la bande-annonce, on voit pas d'infection en tant que telle. On voit pas de gens qui sont infectés. Par contre, on a l'impression qu'il va y avoir de la castagne. Clairement, les zombies sont là pour attraper les gens par le cou et les mordre, et les autres vont se défendre en face. Non, mais imagine un film de zombies sans castagne où les gens ils se laissent faire genre oh non. Ah, t'as vu? Ainsi soit-il. Ah bah tant pis, c'est ma destinée. Tu as vu nos nouveaux voisins? Ah oui, ils ont l'air très gentils. Et là on arrive à ce que j'ai appelé le Tilda Swinton Gate, parce qu'il va falloir qu'on ouvre l'affaire quoi. Tilda Swinton qu'on retrouve encore dans un rôle déluré, c'est vendu comme ça du moins dans la bande-annonce, mais qui semble être une médecin légiste samouraï, fan de maquillage. C'est croque-mort, tu sais, qui nettoie les cadavres avant les enterrements. Ah oui, comme dans 6 Feet Under. C'est le coroner. Sauf que là, elle a poussé sur le Sephora. Hein. Elle leur a fait un magnifique smokey eye coloré, incroyable. Elle a le matos. Hein. Elle a le matos. Ouais, elle leur a fait un maquillage fard à paupières estompé, avec un dégradé progressif, du rose au jaune, c'est magnifique. Quand t'as dit fard à paupières, j'ai cru que t'allais dire fard à fossettes, je sais pas pourquoi. Faut pas mettre de fard à paupières sur les fossettes, ça marche pas. Hein. Paix à son âme, Farah, on pense à toi. Ouais, bien sûr. Elle est morte? Bah oui. Et tu sais qu'elle est morte le même jour que Michael Jackson, et donc du coup personne n'est au courant. C'est qui Michael Jackson? Ça fait sens. Et donc oui, elle a l'air complètement tarée cette meuf là qui est là en train de déguiser ses morts et tout. On va essayer de comprendre pourquoi. C'est morts qui se réveillent d'ailleurs. Ouais, je crois que la meuf en fait elle est youtubeuse beauté de base. Et comme ça paye pas assez, elle fait voilà médecin légiste. Mais elle est chelou quand même parce que la meuf elle est médecin légiste, make-up artiste et elle fait du katana avec une perruque blonde. What the fuck? C'est Tilda Swinton. Non, bah, les temps sont durs, il faut avoir plusieurs métiers, tu sais, pour s'en sortir. Ça va être la crise à Centerville, hein. De toute façon. J'essaie de son pélo, à mon avis, il faut faire plusieurs métiers à la fois. En fait, c'est un film social.
Il y a Vincent Lindon dans un rôle secondaire. Et là, tout de suite après, dans la BA, après le Tilda Swinton Gate, priorité au direct, on passe sur Selena Gomez qui regarde BFM TV et qui apprend que l'invasion de zombies se passe. Mais elle est avec des potes, ils ont l'air de totalement bien le prendre. Hein. Bah, la pensée que son compte Instagram n'est plus le premier du monde. Ah bon? Ah ouais, ça se voit sa tête. C'est qui? On est sérieux là quand c'est Selena Gomez C'est la personne qui a plus d'abonnés Instagram. Mais je crois que la Jenner, elle est passée devant, là, la sœur Kardashian. Là. Donc il y aura peut-être un duel avec Jenner en zombie qui arrive et Selena Gomez qui la bute. Excusez-moi de vous couper, mais au fond, franchement, on s'en battrait pas un peu les couilles. Bah, ça parle pour toi, moi c'est un truc qui m'intéresse énormément. Bon, bref. Ouais, et il a débranché son micro, il s'est barré, ça a l'air de le vexer. Je vous emmerde. Et donc oui, le terme zombie revient à ce moment-là, donc apparemment c'est un truc qui est répandu dans la culture. Et moi ça m'intéresse. On a aussi là un Steve Buscemi juste après qui a l'air malmené par un livreur Deliveroo. Donc pas de pourboire. Donc on sonne à sa porte et c'est le bordel. Voilà, on passe à autre chose. Et on a une réplique, j'aimerais qu'on revienne sur la réplique qui est peut-être annonciatrice de quelque chose d'Adam Driver qui dit à un moment « This is not gonna end well ». Donc voilà, dans un cimetière profané, donc ils se rendent compte sur place que c'est le bordel. Donc est-ce que ce serait pas un film qui partira sur quelque chose d'un peu plus trash et plus dramatique? Et en fait, c'est peut-être un film ultra badant sur le fait que c'est impossible de mourir. Même quand t'es mort, t'es pas mort. Et en fait, tout le monde va vouloir mourir, mais ils n'y arriveront pas. Ils don't die. Ils sont peut-être voués à répéter leurs actions de leur vie en boucle, tu vois. C'est un supplice. Une vraie critique de la société, machin. Parfaite transition, Bruno, parce que justement on arrive à la scène du Chardonnay, qui n'est pas un nouveau Pokémon. Hein, Chardonnay. Qui justement introduit apparemment le fait que les zombies sont appelés à revivre ce qu'ils vivaient déjà étant vivants. Ou est-ce que ce qu'ils préféraient dans leur vie? On en voit une qui fait du tennis, Iggy Pop qui boit du café. Excusez-moi, mais pour l'instant, les seuls mots qui sont prononcés, c'est des boissons, quoi. Donc c'est peut-être que les boissons que t'as kiffé vivant. Genre, moi, je suis zombie, je fais bière. Happy hour 3 € là-bas. Mais c'est vrai qu'il y en a une qui fait du tennis, qui n'est pas une boisson, je rappelle. Moi, si j'étais à leur place, je dirais martini. Ah mais bon, elle ne dit pas tennis. Non. Elle joue au tennis, elle dit « Oh, cristalline !» Tu vois. Peut-être qu'elle est addicte à la boisson sportive énergétique là pendant que Powerade. Le Powerade. Ou le Gatorade. Ouais. J'avoue, ça aurait été trop marrant quoi. Powerade. Placement de produit de Jim Jarmusch, tu te rends compte qu'il est mal en fait. Il a besoin de fric. Et donc oui, Bill Murray, moi j'ai l'impression qu'il connaît cette meuf. Sa femme morte probablement. Peut-être sa femme zombifiée qu'il aurait du mal à sacrifier, à tuer, et qui garderait en garde à vue du coup. Moi je pense que c'est plus son ex-femme, parce que Bill Murray il a toujours des ex-femmes dans les films. Je sais pas si tu regardes tous les films de Bill Murray, il a une ex-femme. Pas compliqué, il est jamais marié ce mec. Tu crois que c'est écrit sur ses contrats je pense. ex-femme? Bah ouais, il dit je veux pas être marié, autant. Et donc oui, Bill Murray qui semble dire non, c'est pas Bill Murray, c'est Adam Driver je crois qui dit que les zombies refont ce qu'ils faisaient de leur vivant. Et moi ça me rappelle un film que je recommande d'ailleurs à tout le monde, de zombies, qui s'appelle I Am a Hero. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, qui est l'adaptation d'un manga japonais, donc c'est un film japonais, qui raconte l'histoire d'un mangaka qui sera justement confronté à cet apocalypse zombie et qui devra devenir un héros. Et dans ce film-là, on comprend que les zombies, en fait, refont les mêmes choses qu'ils faisaient quand ils étaient vivants. Et le film est juste dingue. Le film est dingue, il est dans le top 10 pour moi des meilleurs films de zombies existants. Je vous le conseille à tous. I Am a Hero, un très très bon film de zombies qui voit les choses autrement. Et c'est ultra intéressant. T'as bien placé l'OP commercial là. Du coup, on sort plein de thunes vers Styron. Ah ouais, non, mais je vous le conseille de télécharger. Achetez-le à la Fnac. et pas en promo. Et matez-le. Et donc, ouais, et là, du coup, on arrive sur la fin de bande-annonce qui annonce le casting de bâtards. Hein. On a Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloe Sevigny, Steve Buscemi, Danny fucking Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez qui s'appelle dans le film Posy Juarez, on aime rire, Sarah Driver, RZA, Selena Gomez, Carol Kane et Tom Waits. C'est ça que c'est les principaux, à mon avis, il y en a encore d'autres. Pardon, j'ai une question. C'est qui RZA? RZA, c'est un rappeur qui est aussi réalisateur et qui a fait des super films. Il fait partie du Wu-Tang Clan. Merci beaucoup. C'est RZA et je sais plus qui. Comment il s'appelle ? Qui est quelqu'un de talentueux et d'ultra varié dans ce qu'il fait. Et je te conseille d'aller voir son boulot. C'est méga passionnant. C'est lui dans Luke Cage?
Non, c'est. C'est un acteur qui coûte moins cher, il s'appelle RSA. Genre... Il vaut 400 € par mois, c'est bien. Et donc voilà, on a tout ce casting là. Ensuite, on a des plans sur des zombies affamés, des plans qu'on connaît, qu'on a déjà vu dans beaucoup de films. Le plan sur la bagnole avec tous les zombies qui essayent d'attraper les gens à l'intérieur et tout, etc. Et on a Tilda Swinton qui revient pour nous montrer à quel point elle est barrée, qui est aussi fan de katana. Donc là, c'est du Kill Bill pur. Hein. Soit elle est trop fan de Tarantino, ou soit elle est trop fan du Japon, mais il y a un truc qui va pas. Une otaku. Confiance maximum là. Hein. Elle est en mode, elle prévient Adam Driver et Bill Murray en mode, vous inquiétez pas, moi je gère, continuez à faire vos trucs avec vos shotguns. Moi je suis deuxième dan de Viet Vo Dao, bien sûr. Et donc voilà, après on a les panneaux sur la musique rock et tout, la bande-annonce qui s'intensifie vers la fin. The road to survival could be a dead end. Quel bel accent. Traduction ? Le chemin vers la survie est long et tortueux. C'est pas du tout ça. C'est beau ce que tu dis. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Bah, le calculateur, peut-être qu'il pourrait nous traduire ça. Ça veut dire quoi, le calculateur? The road to survival could be a dead end. La route vers la survie pourrait être une fin morte. C'est Google Traduction, ouais, le calculateur. Ok, calculateur, on va te garder pour compter les plans, pas pour traduire, parce que c'est pas top. Hein. D'accord. J'acquiesce. Et on termine la bande-annonce comme un peu ces bandes-annonces classiques. On va revenir là sur ces bandes-annonces classiques, enfin on va parler de tout ça. Mais la petite blagasse sur le swing d'Adam Driver qui décoche un coup de sabre à un zombie de la voiture. Qui lui demande son chemin. Un zombie qui a l'air tout à fait urbain. Oui, excusez-moi. Du coup, est-ce un zombie? Peut-être qu'il dégomme un pauvre mec qui a rien demandé, quoi. Enfin, qui demande son chemin. Bon, il a l'air palo, hein, je pense que c'est un zombie. Ben, peut-être qu'il s'était maquillé chez Tilda Swinton hein. Et qu'il partait à une soirée, il se fait dégommer le pauvre alors qu'il a rien demandé. Enfin, si, il a demandé son chemin. Et donc oui, et la petite blague à Bill Murray qui dit t'as pas fait ça toute ta vie et tout, à manier le sable, machin, nana, etc. Il lui dit si, c'était il y a fort longtemps, dans une galaxie très très lointaine et tout. Donc voilà, vous avez compris ou pas? Ah 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 ah. C'est très drôle, Romain. Tu peux éteindre le calculateur, s'il te plaît, il a rien à faire là pour le moment. Alors oui, on a fait donc la BA de Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Jarmusch. Dis Jim. Mais quel Jarmusch vous a piqué? Gigi. Oh mon pauvre. C'est follement amusant. Bon, enfin monsieur le comte des Kevin de la pute en cours. De Montmorency. Merde, je comprends tout le monde. C'est moi la pute en cours. La pute en cours, c'est Clément. Bonjour, je suis une pute mais en cours. Revenez demain, je serai peut-être fini. Alors, beauté ou pas par la BA? La BA, hein. Pas le film, attention, c'est la nuance. Johan. Johan qui pleure. Bah oui, t'es un peu con. Et bah moi, cette BA m'a donné très envie de voir le film. Très intrigué par ce que ça va donner. Est-ce que ça va être un moyen pour Monsieur Jim de réinventer le film de zombies? Pour repartir plus aux origines? Ou pas? Intéressant, oui. Ce sera à voir. Clémence, toi, ça te donne envie? La BA te donne envie? Ouais, ça me donne envie parce que j'adore les films de Jim Jarmusch. Jim Jarmusch. Jarmusch. Ce qui est drôle, c'est que en fait, j'ai l'impression que cette BA ne dit vraiment pas grand chose de l'histoire et on peut tout imaginer à chaque scène, comme tout à l'heure quand on se demandait si la zombie en face de Bill Murray c'était sa femme ou son ex ou quoi. C'est vrai que ça peut être cette situation, ça peut être toute autre chose. Et ce qui est drôle aussi dans le ton de cette BA, c'est que ça fait vachement penser à plein d'autres films, mais en même temps c'est très référentiel. Ça fait penser à La mort vous va si bien avec le maquillage des morts, ça fait penser dans le ton à Edgar Wright, Shaun of the Dead. Dans le délire des personnages et tout, même Bill Murray dans son côté très stoïque fait beaucoup penser au rôle qu'il a eu aussi dans les films de Wes Anderson en fait, où il est très décalé, très détendu, très pas du tout connecté avec la situation en fait. On se dit mais pourquoi, mais excite-toi un peu, voilà. Mais ça a l'air drôle. Moi, Bill Murray me fait plus penser à son rôle dans Bienvenue à Zombieland, c'est-à-dire le vieux, je sais pas ce qu'il fout là. Je suis pas d'accord parce que dans Zombieland, il est très conscient du truc, il est pas du tout apathique ou quoi, il est vraiment caché quoi.
Alors que là, il a l'air de pas comprendre ce qui lui arrive, quoi. Genre, c'est quoi ces zombies? Il est très flegmatique. C'était le mot que je cherchais, merci. Il est très flagorneur. Ouais, merci. Non, pas flagorneur, phlegmatique. Alors pour ceux qui n'ont pas vu Bienvenue à Zombieland, il est vrai qu'il y a un caméo de Bill Murray dans ce film. On dira pas quoi qu'est-ce ou quoi, mais on dira qu'il y a Bill Murray. mais on dira qu'il y a Bill Murray. Mais il y a un lien avec le zombie qui est très très marrant. Bruno. Moi de base la bande-annonce me donnait pas très envie. Je connaissais pas du tout le film. Je sais pas si j'irais le voir en dehors de Fête ABA. Mais par contre je trouve qu'il y a plein d'éléments intéressants. Je connais pas du tout Jim Jarmusch. J'ai vu aucun de ses films. Par contre, moi j'adore les films de zombies, surtout pour l'aspect post-apo, survival, tout ça. Shaun of the Dead, c'est un de mes films préférés, mais c'est le seul qui est plutôt comédie sur les zombies. Ça a l'air pas mal. Ouais, je trouve qu'il y a plein d'inspirations très pop culture, comme disait Clémence. Moi, ça me fait penser à du Tarantino aussi dans l'esthétique. Peut-être aussi parce qu'il y a un samouraï meuf blonde avec des zombies, tout ça. Mais non, mais ça a l'air pas mal. Après, moi j'ai juste une petite crainte, c'est que un film qui vend vraiment tout sur le casting, parce qu'en plus c'est écrit en grand sur l'affiche, regardez mon casting de bâtard. J'ai peur que ce soit un peu de la branlette, on verra. Ça dépend, regarde les films de Wes Anderson justement, c'est toujours un casting de luxe, over de luxe, et c'est quand même très bien. Ouais, peut-être. Après non, mais c'est pas une crainte qui est avérée à 100%, mais c'est instinctivement ça me fait un petit peu peur, mais parce que je connais pas ce qu'il a fait avant, donc peut-être que j'ai pas les bonnes refs. Et puis nous finirons ensemble, souviens-toi de ce chef-d'œuvre. Et ouais, mais peut-être que j'ai encore ça qui me traîne. Gros casting, gros film de merde. Donc ça veut rien dire en fait. Ouais. Kevin. Alors la BA m'intrigue beaucoup parce que moi j'aime bien Jim Jarmusch en général. Et puis ça a l'air assez fidèle avec ce qu'il fait d'habitude, un petit peu un côté un peu pop avec plein de stars, notamment Tom Waits qui est peut-être dans tous ses films je crois, Iggy Pop dont il a fait un documentaire il y a pas longtemps, enfin sur lequel pardon il a fait un documentaire il y a pas longtemps avec les Stooges. Et le film s'appelait Gimme Danger je crois. Après j'ai une petite crainte étant donné que j'ai peur que ce soit un film qui cherche à déconstruire un petit peu toutes les figures de la pop culture, enfin, pas toutes mais dans ce cas-là les zombies, pour à la fois l'autoriser et s'en moquer, l'autoriser et s'en moquer un petit peu. Et souvent quand tu fais ça tu comprends pas trop les codes que tu essayes de parodier ou dont tu essayes de te moquer. Et j'espère que ça sera quand même respectueux comme il avait réussi à le faire avec Only Lovers Left Alive avec les vampires. Et bon voilà, sinon je suis curieux de le voir. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'on est sur quand même en général on est sur une construction de BA qui j'aimerais bien mettre un parallèle avec Cannes, qui est quand même un festival de prestige, hein, qui est un des plus festivals qui accueille le plus grand nombre d'auteurs et de films magnifiques. C'est quand même très intéressant de voir une bande-annonce qui pour moi est passée dans la machine d'Hollywood Chewing Gum, parce qu'elle est construite comme ça, dans le rythme et tout, etc. Et même dans la façon dont elle est présentée, en mode on rigole avec les zombies et tout. Donc ok, c'est Jim Jarmusch, quand tu connais un peu son cinéma et tout, tu peux te dire ouais, pourquoi pas. Mais est-ce que ce ne serait pas une espèce de piège pour attirer le spectateur vers quelque chose qui n'est pas vraiment ce que ça a l'air d'être? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai l'impression que c'est un truc qui est très chewing-gum, popcorn, enfin je sais pas quel est l'adjectif, mais très hollywoodien, et ça va peut-être parler d'autres choses, mais peut-être pas aussi, je ne sais pas. Mais ouais, ça sent un peu le piège, le bon piège quoi. Ça sent le piège, on est d'accord. Toi Johanna, tu sens le piège ou pas? Oui, alors moi, honnêtement, c'est une bande-annonce qui me fait pas du tout envie, parce que ce serait bête de dire que j'aime pas les films de zombies vu que j'en regarde pas. Au fait, j'en ai vu très peu. C'est pas un univers qui m'attire. Et cette bande-annonce-là me donne pas spécialement envie parce que effectivement, comme disait Bruno, ça joue beaucoup sur le casting, ce qui me fait un peu peur. Et ça joue sur les effets comiques, ça veut dire les petites notes de guitare, on s'arrête, on balance une vanne, on reprend la musique derrière et tout. Donc ce que j'avais pas aimé dans la BO de Nous finirons ensemble. Et du coup, effectivement, spontanément, je n'irai pas voir ce film. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher d'être intrigué par le fait que c'est Jarmusch et que j'ai envie de voir ce qu'elle donne, quoi, Tilda Swinton, parce que moi, dans Suspiria, il m'avait juste fait triper. Même avis, exactement même avis. Il y a un autre truc aussi dans le film, ce qu'on peut percevoir grandement dans la BA, c'est le côté rock'n'roll. Et ça, c'est pareil. Est-ce que c'est un genre auquel les Cannois sont habitués, le public de Cannes est habitué? Là, ça joue beaucoup sur une musique façon Ramones, très punk rock, très... Après, pour le coup, Jarmusch, c'est tout le temps rock'n'roll, quoi. Oui, mais Only Lovers Left Alive avait un côté rock mélancolique, et là, ça fait plus rock punk, rock Après, c'est les musiques de la bande-annonce qui sont pas toujours utilisées dans les films aussi.
Mais il y a Iggy Pop. C'est vrai. Et Tom Waits. Et si tu veux, j'ai une petite théorie là-dessus sur la présence d'Iggy Pop, mais on y viendra peut-être après avoir fait. Vas-y, dis-le. Non, en fait, ça me fait vachement penser à Clisson et au Hellfest. Tu vois, j'ai l'impression que c'est le petit bled comme ça où il y a que des gens qui débarquent plein de terre et tout, dégueulasse, en mode clodo. Et en fait, c'est juste des gens qui sont à un festival de rock à côté, et notamment Iggy Pop. Et voilà. Mais du coup, ils se font buter par tout le monde, quoi. C'est dégueulasse, les pauvres festivaliers. C'est peut-être ça l'histoire, c'est qu'ils ont déplacé le Hellfest là-bas, ils sont pas au courant, ils ont juste paniqué, quoi. D'ailleurs, on voit qu'au départ, dans la BA, les zombies débarquent dans un genre de drive-in, enfin dans un petit resto, voilà. Et du coup, c'est vraiment, je pense qu'ils viennent chercher de la bière. En fait, ils sont en manque de bière sur leur zone de festoche. Et j'aime pas du tout ta façon d'envisager les intermittents, Clémence. Mais c'est la réalité, enfin. Ouais, si ça se passe au Hellfest, il y aura peut-être une scène dans les toilettes sèches, tu vois, ce serait un truc de malade. Je sais pas si t'as déjà vu les toilettes sèches là-bas. Mais... Alors c'est vrai qu'autour de la table, on a des passionnés de Hellfest. Enfin, du moins, vous l'avez déjà fait pour certains là. Oui. Ça ressemble un peu ou pas? Aussi, niveau propreté, ouais, ça ressemble un peu à des festivaliers, ouais. C'est pas le même genre de maquillage, par contre, par rapport Surtout à la le scène dimanche d'après. quand ils reviennent et qu'ils sont tous agglutinés ensemble. C'est Enfin, horrible. pardon, tu généralises quand tu dis les festivaliers, parce que les festivaliers cannois ne ressemblent pas du tout à ça. Non, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Merci. Oui, nous sommes au champagne, nous, pas à la bière. J'ai oublié mon rang. Peut-être que t'as raison en disant que Jonax va peut-être le prendre à l'envers, le film, ou je sais plus qui c'est qui dit ça, c'est toi Romain, je sais plus. Oui, de prendre complètement casser les codes, mais ce serait ouf, c'est que le côté auteur, imaginons, il prend le parti pris des zombies où tu suis la vie des zombies après, parce qu'en plus, apparemment, d'un point de vue scénaristique, c'est les zombies répètent les actions qu'ils faisaient de leur vivant. Je trouverais ça vraiment ouf qu'en fait la première partie elle introduise de manière assez pop culture en prenant des codes un film de zombies classique, et après imaginons tous les vivants ils crèvent et il reste que les morts et on suit la vie des morts vivants qui répètent des actions infinies. Ça pourrait être trop stylé. Il faut se dire aussi, ça me fait penser ce que tu dis Bruno, c'est que c'est un film d'auteur et que donc Jim Jarmusch est un auteur avec ses thématiques qui reviennent des fois entre ses films, et justement ce que tu dis ça me fait penser à Only Lovers Left Alive, le côté déjà la mélancolie, parce que quand t'es un vampire t'es vivant depuis très 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 longtemps et tu vis éternellement, et là j'ai l'impression du coup par rapport au titre et par rapport à ce qu'on voit du comportement des zombies que vraiment il y a encore cette thématique derrière de qu'est-ce qui se passe quand tu meurs pas en fait, et quand tu es toujours là dans notre monde. C'est vrai que toi tu partais sur l'hypothèse qu'on allait explorer cette mort qui n'arrive pas en fait. Ouais. Dans le film. Il y a, je pense, une thématique métaphysique qui pourrait plaire à Cannes, en fait, qui pourrait plaire à ce public-là, peut-être au-delà de la pourquoi. comédie. Moi, je pense que le pourquoi, hormis le nom, le nom de Jim Jarmusch, qui a toutes ses entrées à Cannes. Hein. Le gars, il peut débarquer en caleçon, il peut, voilà, il s'appuie sur son nom et tout. Ça fait déjà plusieurs fois qu'il est en compétition et tout, etc. Donc, je pense que oui, même hormis ça, il doit y avoir un aspect, une vision sociétale qui part du postulat du film de genre et des zombies pour arriver sur quelque chose de plus stylé, quoi, de plus pensé, de plus Après, cérébral, les films ouais. de zombies, ça a souvent été ça. Romero, c'était une critique sociale depuis le début. Hein. Ouais, mais tu voyais tout cette survivre du point de vue des humains. Là, je trouve ça super cool qu'on voit quand il reste que les morts. Mais d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense, parce que je trouve que dans la BA, on insiste pas mal sur Iggy Pop. Et moi, je pense qu'il va y avoir les deux côtés. C'est-à-dire que tu vas avoir les flics qui vont donc essayer de survivre en territoire zombie, et peut-être en parallèle des zombies qui seront entre guillemets des zombies principaux, dont peut-être Iggy Pop et la nana qui boit du chardonnay, je ne sais pas. En mode leader. Non, mais ça peut être un double survival, exactement. Ah, tu verrais leur vie, ils essaient de survivre aux chasseurs de zombies, je sais pas, peut-être. Ouais. J'avoue que voir quelque chose de cet angle-là, je crois pas que ça s'est déjà vu. Je crois pas non plus. Parce qu'en même temps, un zombie, par définition, c'est quelqu'un de désincarné et qui a plus Il y d'humanité. avait eu vite fait Warm Bodies, mais c'est pareil, c'était un petit délire sympathique. Ça allait pas plus loin que ça. C'était Roméo et Juliette chez les zombies vs humaines. Et pour coup, Warm Body, je trouve que c'est vraiment l'exemple du film qui a voulu détourner un peu les codes du film des zombies, mais qui a pas compris ce qu'il détournait, tu vois. Ouais. Mais après, c'était pas désagréable à regarder, mais c'est vrai que ça n'allait pas plus loin que ce que ça vendait, quoi. C'est vrai. Du coup, est-ce que ça humanisera pas les zombies et est-ce que ça zombifiera pas les humains? C'est profond ce que tu viens de Carrément, dire. parce que quand on voit le comportement des héros, ils ont l'air amorphes comme des zombies. Alors que les zombies ont l'air plus vivants parce qu'ils se rattachent à ce qu'ils aimaient. Putain, on a tout On trouvé. part très loin là, on part très loin, mais si ça se trouve on a raison parce qu'on a toujours eu raison dessus. Et surtout, je trouve que c'est un peu comme dans Signe, c'est-à-dire que dans la bande-annonce, il n'y a pas vraiment d'indice que les zombies sont hostiles. C'est-à-dire qu'à part qu'ils veulent boire quelque chose ou manger,
on n'a pas l'impression qu'ils veulent tuer des humains. Parce Donc, qu'au début, ils sont quand même attaqués par des zombies au début dans le café. Là. Parce que la meuf, elle veut rentrer dans le restaurant où elle avait l'habitude d'aller sûrement quand elle était vivante. Et du coup, la nana lui dit non, mais on est fermé. Et là, elle la bouffe. Mais il n'y a pas de. Enfin, j'ai pas trouvé que c'était gratuit. Même le zombie qui demande son chemin, tu vois, à la fin. Ouais, quand t'es zombie, t'as pas le time, quoi. Voilà, t'as pas le temps de niaiser. Bah, je crois que en fait, le message de fond, ce sera que les zombies, une fois que t'es mort, tu croques la vie à pleines dents. Zombie hédoniste. Pour croquer la vie à pleines dents, devenez zombie. Ça, ce serait vraiment un sujet qui ferait jarmouche, je pense. Eh, sortez-le. Attends, c'est comment on coupe le micro sur cette machine? JPP. Silence. Oui, le genre à Cannes. Est-ce que ça va pas faire hérisser des poils? Est-ce que ça va bien passer? Parce que... Et surtout, le film est diffusé dans 400 ou 500 salles en simultané, salles de cinéma en simultané avec l'ouverture du festival. Donc à mon avis, il prendrait pas ce genre de risque si le film était pas genre ultra réussi ou... Enfin, je pense pas que ça créera beaucoup de polémiques comme ça. Ce serait une question à poser. Je sais pas si on va avoir la réponse, mais comment est déterminé l'ordre de passage des films en compétition à Cannes? On ne sait pas. En tout cas, là, c'est un dispositif qui a jamais été mis en place. C'est sans précédent, quoi. 500 salles en même temps que l'ouverture. Enfin, ça va être en direct. Oui, et s'ils l'ont choisi en ouverture, c'est qu'ils veulent instaurer une ambiance dès le premier film du festival. Donc oui, affaire à suivre. Alors pour résumer, ce qu'on a dit, ça a l'air d'être l'histoire des gars du Hellfest qui se sont perdus et qui cherchent leur chemin et qui ont soif. Et un trio qui a un peu trop abusé de la ganja, qui comprend pas trop et qui cherche pas trop à comprendre d'ailleurs et qui s'amuse à les décimer, alors que Iggy Pop et une meuf qui veut boire du chardonnay veulent juste simplement vivre heureux. Voilà, c'est un peu, ça résume un peu tout ça, quoi. C'est un peu le film auquel on s'attend. Alors, est-ce qu'on sera surpris et est-ce qu'on aura 100% juste? Ce serait marrant quand même, mais ça m'étonnerait, en tout cas pour le coup. C'est vraiment une histoire de festival, c'est génial. C'est génial. On verra ça la semaine prochaine pour ensuite en parler au match retour. Alors, si vous aviez un titre à lui donner à ce film et que vous connaissiez pas le titre à la base, quel titre vous lui donneriez? Moi, j'avais un titre, si il y avait Shakira dans le film, à la place d'Iggy Pop, ce serait The Hips Don't Lie. Voilà. J'ai pas compris. C'est une chanson de Shakira. Au lieu de Dead Don't Die. Moi non plus, j'ai pas compris. Mais maintenant, j'ai compris. La discrimination culturelle. J'ai pas mieux à dire. The Hips Don't Lie. Quelqu'un a un autre titre? Moi, j'avais pensé à Night of the Living Nerd, mais... Mais parce que voilà, Jarmusch c'est un peu un nerd, mais t'as quand même une sphère culturelle un peu plus élevée que, enfin, pour les Canois que Dragon Ball et tout. Ouais. Clémence, t'as un titre? Par rapport à ce qu'on a développé comme idée, un truc autour de croque la vie, un truc avec Carpe Diem qui veut dire croque la vie justement, Carpe Diem, je sais pas. Croque la mort. Ouais, croque la vie, croque la mort. Voilà. Moi, par rapport à ce qu'on a dit, un truc qui me vient comme ça, mais c'est de l'impro totale, j'appellerais ça Panique au Hellfest. Bono, t'as un titre? Je te vois, t'as l'air d'avoir prévu un truc. C'est pas ouf. Non mais attends, réfléchis bien. Je te laisse 10 secondes pour bien réfléchir. Est-ce que t'es sûr que tu vas le donner? Oui. Ok, vas-y. The Dead Don't Dead. Allez, dégage. Vous êtes viré, messieurs. J'ai rigolé, mais je sais même pas pourquoi. Il n'y a pas de jeu de mots, j'avais juste rien. The Dead Don't Dead. On dirait juste quelqu'un de nul en anglais. C'est le côté cinéma d'auteur, tu vois, t'as toujours des titres qui n'ont pas de sens et essaie de retourner les codes. Ah, les titres qui n'ont pas de sens, ça fait souvent sens. Oui. Voilà. Non, on va choisir après nous, entre nous, de ce qu'on a dit, quel titre on va lui prendre, mais il y a des bonnes idées, j'aime beaucoup. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour savoir ce qu'on a pensé de Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Voilà. Donc oui, le match retour la semaine prochaine pour savoir ce qu'on en pense. En parlant de match retour, est-ce qu'on se ferait pas le match retour? Pika Allez, c'est parti. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant? C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Match retour du film certainement le plus électrique de l'année, Détective Pikachu, qu'on s'est empressé de voir en grand fan de Pokémon qu'on est, en grands enfants qu'on est.
Je vais faire juste un petit rappel de l'histoire que nous, on s'était imaginé dans l'épisode précédent. Alors, on avait un Pikachu fumeur de gitane sans filtre qui se retrouve en méga GDB. Julien Lepers. Je suis. Détective Pikachu, vous avez gagné. Je te le fais en mode Julien Lepers. Chez vous, un indice. On embrasse nos amis des Dom-Tom. Alors, je suis un Pikachu fumeur de gitane sans filtre qui se retrouve en méga GDB après grosse soirée des familles entre Pokémon. Cherche le propriétaire de sa casquette. Il mènera l'enquête avec un interprète qui n'est pas le fils de Will Smith. Et ensemble, nous tenterons de rendre justice à des Pokémon disparus en passant par des octogones sans règles et une embrouille pas commode avec Mewtwo. La mer Noire. Donc voilà, en fait, en gros, l'idée, c'est qu'on avait imaginé un Pikachu qui allait mener l'enquête avec Justice Smith, qui s'appelle Tim dans le film, pour retrouver des Pokémon disparus et tenter de recoller les morceaux de sa soirée avec Smogo et compagnie. De ce point de vue-là, on était loin du compte. On est pas si loin, pas si loin. Alors, justement, proche de la réalité ou pas? J'aimerais que, au hasard, Bruno nous pitch le film, la vraie réalité du coup. Version longue ou version courte? Version rouge. 2 phrases maximum. Alors, est-ce que je dois la faire à Julien Lepers ou non? Non. T'as pas demandé à la bonne personne, Romain. Ouais. Eh bien non, alors la vraie histoire par rapport à ce qu'on avait imaginé, c'est bien Pikachu qui se réveille amnésique et qui débarque dans le bureau de Harry Goodman, un détective animalier apparemment aussi, avec qui il faisait équipe. Il exactement. a rien compris au film. Attends. Moi je tiens à ce qu'il aille jusqu'au bout. J'essaie de me remémorer. Je suis au bout du rouleau. J'essaie de me rappeler. Et il rencontre Tim Goodman, qui est le fils de son ancien partenaire, avec qui il lie des liens vocaux. Donc ils arrivent à se comprendre et à parler. C'est-à-dire quand il entend Pika Pika, il entend ouais salut, je veux du café. Et donc ensuite il mène l'enquête pour retrouver le père, donc Harry Goodman, disparu, et il tombe au milieu d'une conspiration génético-controlo-mentalo-controlo. Et ensuite il dénie tout ça et ça finit bien. Ça donne envie. J'ai essayé de faire moyen spoil et moyen. Ça finit bien, c'est fou. Voilà, mais par contre, je peux répondre à vos questions si vous avez des points de scénario que vous voulez approfondir. Hein. Donc oui, merci pour ce pitchou pour l'occasion. Avec plaisir. Ouh. Oui, j'aime faire des jeux de mots, j'aime rire. Je pense qu'on est tous unanimes sur le fait que la bande-annonce nous a vendu le film de manière correcte. Oui. Elle nous l'a vendu, elle nous l'a très bien vendu. Après, on était quand même d'accord entre certains pour se dire que le ton de la bande-annonce n'était pas exactement celui du film. Mais c'est pas une déception, mais c'est juste que la bande-annonce vendait peut-être un blockbuster un peu plus ambitieux et qu'en réalité, c'est quand même vraiment un film qui s'adresse à un jeune public et qui n'a pas trop d'ambition, qui est juste à sa place et qui pète pas plus haut que son cul, si je peux dire. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je trouve que justement ça dépasse le film pour enfants ou le film pour ados. Et qu'il y a une ambition cinématographique derrière, notamment dans la photo. Ah, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'ambition cinématographique. Hein. Ouais, je dis juste que c'est cœur de cible, vraiment 10-15 ans. Je suis sûre que c'est le film parfait pour cet âge-là. Et ça veut pas dire que c'est pas un bon film, et ça veut pas dire que j'ai pas adoré et qu'il n'y a pas d'ambition ciné, mais c'est l'écriture de l'histoire plutôt. Oui, c'est le scénario qui est plus simple que ce que la bande-annonce vendait. Qui est assez l'univers est assez fermé, il y a 3 gros environnements principaux, tout se passe à des endroits comme ça, alors que personnellement je trouve que la BA elle vendait quelque chose de super épique, une aventure un peu, peut-être c'est parce que c'est Pokémon qu'on s'imaginait un truc de ouf, mais oui, moi c'est ce que je disais un peu dans l'épisode précédent où on regardait la BA, c'est que je m'attendais clairement à quelque chose de classique, on n'allait pas réinventer le cinéma avec ce film là, surtout scénaristiquement parlant. Donc oui, on est sur un scénario classique pour éviter sans trop spoiler. Mais vu sous cet angle Pokémon, c'est juste la magie qui opère, quoi. C'est comme quand on va à Disneyland, on a beau y aller une trentaine de fois, ça reste les mêmes attractions et pourtant ça marche quand même, quoi. Mais il faut quand même dire que quand on voyait, non mais excusez-moi d'insister, mais dans la bande-annonce, on voit des explosions de voitures, on voit des accidents, on voit une battle avec Dracofeu qui a l'air hyper violente, et tout ça est dans le film, c'est clair, et le scénario est simple, et ça, je m'y attendais aussi, mais
au niveau enjeu, niveau action, on va pas aussi loin que pour un énorme film pour adultes, un film avec des scènes d'action énormes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et même dans l'enjeu, les héros, on sait que finalement ils vont pas mourir. À aucun moment on va se dire ça. Et la bande-annonce pourrait laisser penser qu'il y avait quelque chose de plus violent et de plus grave derrière. Là, j'ai adoré le film, mais moi, je suis pas d'accord. Moi, la bande-annonce me vendait pas un truc plus plus ouf, je trouve. Et au contraire, enfin, je sais pas. Rappelez-vous les épisodes de Pokémon. Rappelez-vous l'univers de Pokémon. C'est quand même quelque chose où les enjeux, c'est de la surface. Hein. Ouais. On s'en fout. Hein, c'est juste voir des belles créatures. Et puis. Tu dis ça parce que t'as revu les films Pokémon, toi. C'est vrai qu'on s'est rematé les films Pokémon. Bon, c'est à ne pas refaire. Hein. Éviter. Du moins le deuxième. Hein. Le deuxième, ils ont fumé de la weed. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais. Ils ont pas fumé que la weed. Ils ont attaqué les rideaux aussi. Hein. Non, mais en vrai, je trouve que c'est un excellent film pour enfants. Et pourquoi je dis que c'est un bon film pour enfants, c'est dans le sens où moi, en tant qu'adulte, en regardant le film, je suis retombé en enfance. Et pour moi, c'est un bon film pour enfants pour ça. Je suis d'accord. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, c'est sur le côté, c'est un film pour enfants qui te fait retomber en enfance, tout ça. Moi, je pense que là-dessus, ça m'a gêné la simplicité du scénario parce qu'en fait, pour moi, il s'adresse au public qui a grandi avec Pokémon, donc qui est clairement notre génération, qui aujourd'hui est des adultes. Et en fait, la bande-annonce, elle me vendait ça. Elle me vendait cet univers adapté à mon regard d'adulte aujourd'hui. Et en plus, avec le fait qu'il y ait Ryan Reynolds en mode Deadpool, donc c'est un peu plus adulte. Et le film le fait bien à certains endroits. Je trouve que la boîte de nuit est vraiment... C'est une vraie boîte de nuit pour un truc de Pokémon. Il y a même des trucs d'un point de vue langage, d'un point de vue situation qui sont vraiment pour adultes. Mais par contre, les dénouements, c'est des dénouements chaque fois pour les enfants. C'est-à-dire que la scène de baston avec Dracofeu et de finir en baston, ça va être une scène de cavalcade où il chevauche, etc. Donc en fait, il pose des enjeux d'adultes, mais il les finit comme... Enfin, il les résout de manière pour les enfants. C'était un peu étrange, je trouve. Bah, c'est un film pour gosses, hein. Ça, ouais, c'est mais clair. Toujours par rapport à ce que la bande-annonce me donnait comme impression. Hein. Après, en soi, ça fonctionne très très bien et le film était super. C'est un film pour gosses, grand ou petit, parce que moi, je me considère comme un grand enfant quand je vais voir ce film. Ça touche ma corde sensible. Ça me rappelle quand je jouais sur les chiottes pendant des heures à Pokémon Jaune, alors que j'avais fini de chier depuis 40 minutes, tu vois. Enfin bon, je pense que ça parle à tout le monde, mine de rien, ce souvenir. Moi, je dormais avec mon jeu Pokémon Jaune. Johanna. Moi, j'ai pas ce sentiment de trucs plus adultes qui a été... Justement, en fait, je voulais te poser la question parce que tu nous soulignais le fait que tu étais la moins au fait sur le monde des Pokémon, contrairement à nous tous autour de la table. Comment toi tu as vécu le film par rapport à ça ? Bah, écoute, j'étais pas du tout perdue, ça c'était très agréable parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir des blagues parce que le film est quand même assez drôle à plein de niveaux. J'ai pas eu l'impression d'avoir de blagues qui m'échappaient sur l'univers Pokémon. Donc pour moi ça s'adressait vraiment et à des gens qui connaissent bien Pokémon et à des personnes qui connaissent moins ou qui viennent là parce que leur enfant avait envie de voir Pokémon, qu'ils n'avaient pas forcément envie. Au final, moi j'ai vu des adultes avec leurs gamins sortir avec la banane, donc pour moi c'est réussi. C'est ce à quoi je m'attendais en voyant la bande-annonce en tout cas. Et je voulais faire un gros big up aux traducteurs français qui ont quand même, alors je le dis pas parce que ça va vous gâcher le plaisir, ils ont réussi à caler une putain de référence à la Cité de la Peur et ça c'était juste magique. Bravo les gars. Alors je sais pas si ça y est dans la VF, mais en tout cas nous on l'a vu en VOST et on était juste mort de rire à ce moment-là. C'était excellent, à mon avis c'est vraiment une private joke avec les sous-titreurs, je sais pas comment on appelle ça, qui se sont fait un délire et qui se sont dit à ce moment-là je peux trop placer la réplique de la Cité de la Peur, qui se passe d'ailleurs sur la croisette à ce moment-là. C'est une scène où il court et qu'il a un peu de... Enfin bon bref, on va essayer de pas trop spoiler, ouais, c'est compliqué parce qu'il y a plein de choses en plus qu'on avait réussi plus ou moins à déterrer dans la déconne dans l'épisode d'avant, et puis la surprise nous a emmené sur des points de vérité qui s'éloignaient pas trop de ce qu'on disait. Non mais en fait je pense que finalement la bande-annonce elle est adressée à nous, à notre génération, et pas le film qui est à un public plus large. Mais si la bande-annonce est adressée à nous, à notre génération, c'est parce que notre génération, on a des enfants, on veut faire découvrir ce qui nous a fait kiffer quand on était gamin ou pas, mais on a quand même, il y a quand même des gens de notre âge qui ont des enfants quand même, on a 45 ans et non mais voilà, et c'est pour ça que je trouve que c'est super bien fait. En plus c'est hyper respectueux de la licence, ça c'est pas un Dragon Ball Evolution, ça c'est clair, c'est propre, et franchement il y a du ciné dedans, même si voilà c'est une mise en scène fonctionnelle, c'est quand même une mise en scène efficace, il y a tout qui est là pour faire un bon film quoi. D'ailleurs c'est très très
respectueux de l'univers, parce que on dit que le scénar est très simple, mais en même temps c'est un scénar d'épisodes de Pokémon sur 1h30, 1h45, ça. D'ailleurs, mention aussi au dialogue quand la journaliste stagiaire débarque, que on a vraiment l'impression que c'est ligne de dialogue tirée d'un épisode de Pokémon. Oui, journaliste stagiaire dans le film et qu'on pensait être une dresseuse de Pokémon dans la bande-annonce. Donc comme quoi, hein, l'habit ne fait pas le moine. Ouais. Moi, j'aimerais bien aussi parler de quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est l'imagination de cette ville là, Rhyme City, qui en fait on apprend dans le film, et ça on pouvait pas le deviner dans la bande-annonce, qui est une ville en fait qui permet aux Pokémon et aux humains d'évoluer ensemble, de vivre ensemble. Et donc du coup les particularités de chaque Pokémon sont utilisées afin de rendre service aux humains et vice versa, chacun se rend service. On a des salamèches qui s'amusent à faire les cuistots grâce à leurs flammes, on a des carapuces qui éteignent des incendies, des roucoules qui font Uber Eats. Ouais, non mais vraiment en plus, et ça c'est excellent d'avoir réussi à imaginer ça et tout. Et puis la ville qui est un hybride de plusieurs villes, on reconnaît du Londres, on reconnaît les néons de Tokyo et tout ça mélangé et tout. Ça m'a fait aussi penser du coup à l'Ersatz San Francisco, je sais pas si vous voyez dans Les Nouveaux Héros, qui est un mélange de San Francisco et Tokyo et qui rendait super bien l'image dans le film Disney, les Nouveaux Héros de Big Hero 6. Et ça c'est excellent et tout. Donc du coup cette ville qui foisonne de Pokémon, notre œil il est tout le temps appelé à chercher les détails. Enfin moi je me suis amusé pendant tout le film à chercher les Pokémon à travers les scènes, et ça fourmille, et c'est juste du bonheur en barre. C'est du gros fan service, oui on est d'accord, mais même en n'étant pas fan, je pense que ça marche pour tout le monde. Ouais. Moi je voulais juste parler de la photo, parce qu'on en avait parlé dans la bande-annonce en disant que la photo avait l'air intéressante, et en fait à ma grande surprise ça a été tourné en pellicule. Oui. En 35 mm, donc c'est quand même pas commun pour un blockbuster qui coûte 150 millions de dollars, parce que ça coûte très cher de tourner en pellicule. Donc le chef-op s'appelle John Mathieson et c'est le chef-op de Gladiator. Ah oui. Hannibal, Kingdom of Heaven, donc il a bossé avec Ridley Scott, il a été nommé aux Oscars et il a fait Logan aussi, qui a une photo géniale. Ah bah oui, ok, on comprend mieux maintenant. Voilà, ouais. et du coup il voulait tourner en pellicule, il dit, pour avoir un grain naturel, et parce que là aussi j'ai été surpris, il y a eu très peu de fond vert qui ont été utilisés pour le film. Ça a été tourné majoritairement en décor naturel ou dans des vrais bars, dans des vrais endroits, et du coup je trouvais ça intéressant de le rappeler, parce que voilà, à une époque où le film numéro 1 c'est Avengers Endgame, qui est tourné à mon avis intégralement sur fond vert ou pas loin, là on a un blockbuster où le mec s'est dit je vais tourner en pellicule et on va intégrer les Pokémon dans des environnements réels, ce qui à mon avis est plus dur à faire que sur un fond vert, même s'il doit y avoir du fond vert forcément. Mais voilà, souligner cet aspect, parce que c'est pas que un blockbuster pour gosses un peu fait rapidement. Il y a une vraie ambition de cinéma derrière, même si elle est modeste, mais elle existe. C'est vrai. Cet aspect granuleux dans le film, ça paraît surprenant au début. Moi j'ai eu peur vraiment au début, je me suis dit on est face à un film des caisses d'Auchan là. Mais au final, dès qu'on voit un Roucoups débarquer, toute la magie opère. Clémence ? Oui, un autre super bon point par rapport à ce qu'on pouvait redouter en voyant la bande-annonce quand on voulait nuancer un peu notre avis. J'avais peur que Pikachu soit beaucoup trop présent et que les vrais personnages à côté n'existent pas. Et franchement, Justice Smith, l'acteur qui joue Tim, le héros, il est vraiment très très bon, il joue super bien. Le personnage, il est mis en valeur juste comme il faut, avec sa relation père-fils, enfin son daddy issue. Et puis Pikachu, en fait... presque j'aurais envie d'avoir eu encore plus de blagues, quoi. Il est tellement adorable, il est tellement drôle, mais il est pas saoulant une seconde, il est génial. Kawaii méga 1000% quoi. Ouais. C'est un truc de barge. À chaque plan de Pikachu, j'avais envie de sauter sur l'écran, de le prendre dans mes bras et de dire bah attends, t'es à moi, tu bouges plus, tu restes là. Il l'a fait, c'était un peu en du coup je l'ai fait, la sécurité a débarqué et tout, ça a été un bordel. On n'a pas vu la fin du film, c'est pour ça que j'ai résumé aussi rapidement avant. J'en profite pour dire qu'il y a un aspect qui est vraiment bien, c'est que toutes les questions qu'on se posait, on trouve une réponse dans le film. Pourquoi ce Pikachu parle, pourquoi ils sont dans cet univers où les humains vivent avec les Pokémon. Il y a toutes les réponses et ça c'est vraiment chouette, quoi. C'est pas des trucs qui sortent de nulle part. Voilà pourquoi il y a des combats secrets à la Street Fighter et tout ça. C'est vrai que toutes les questions soulevées dans la bande-annonce en fait ont une réponse dans le film. Et ça c'est pour moi c'est signe de très bonne annonce, dans le sens où ils ont montré des ouvertures
et nous ont conclu les choses dans le film. Ouais, l'univers est vachement cohérent en fait. Et ils nous ont montré aussi le monde en dehors de cette ville. Donc c'est intéressant parce qu'au début, il y a des captures de Pokémon, il y a une Pokéball et tout, mais très vite on te dit bon bah c'est pas là que ça va se passer dans une ville qui est un peu utopique en fait. Non mais même en action c'est pas mal parce que le combat Pikachu Mewtwo il est dingue je trouve. Ouais, à la fin. Franchement dingue. Hein. À la fin, on avait raison que c'était le combat final sur les ballons. Ouais. Oui, alors on s'était trompé sur un truc quand même, c'est que Tim ne va pas glisser dans le côlon jaune de Pikachu, mais c'est un toboggan. C'était une déception, ça n'a rien à voir avec le ballon Pikachu. Oui, quand tu parles de Mewtwo, ça me fait aussi me rappeler qu'il y a quelque chose qui se passe dans le film et qu'ils intègrent du coup à l'univers Pokémon, c'est que le film Détective Pikachu se passe dans le même univers que tous les autres films Pokémon. Et ça, c'est quand même quelque chose de dingue. On se rend compte que le Mewtwo de ce film-là de Détective Pikachu n'est pas un Mewtwo à qui on aura inventé une origin story et tout, etc. Mais qui est bel et bien le même Mewtwo de Pokémon, le film de 98 qui a bercé notre enfance. Et ça, c'est juste génial parce que tu sens que les mecs sont en train de poser des bases pour un univers de Pokémon qui va pouvoir traiter mais de tellement d'histoires, d'aventures et de genres possibles même dans cette licence. J'ai hâte de voir la suite Commissaire Magikarp. Oui, Jojo. Oui, moi, il y a un truc, une question que je me posais dans la bande-annonce, c'était quel propos ils allaient avoir sur l'écologie. Parce que c'est la grande mode en ce moment. Dans les blockbusters, on balance une petite phrase ou on nous fait une quête CF Star Wars hyper relou avec des animaux qui sortent de on sait pas où. Enfin bref. Et du coup, je me suis demandé quel propos ils allaient tenir là-dessus. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Et pour le coup, c'était une partie du film qui s'adressait peut-être à notre tranche d'âge, c'est qu'au final, on a un personnage qui crée cette ville utopique pour vivre avec les Pokémon, et ça interrogeait un peu sur l'humain, c'est est-ce que vous êtes capable de vivre avec une autre espèce sans l'utiliser ? Parce qu'au final, on se rend compte que ce mec le fait que parce qu'il veut s'en servir, quoi. Et du coup, je trouvais ça intéressant parce que ça allait au-delà du simple fan service et de la simple histoire Pokémon, quoi. Et ce qui est très ironique aussi, c'est que le seul moment au final où tu as une communion entre humains et Pokémon, c'est en dehors de la ville qui a été créée pour ça, et c'est une scène qui est en pleine forêt et qui est magnifique, je trouve, d'ailleurs. Avec des bulles bizarres. Ouais, et c'est le seul moment où vraiment tu as une synergie entre les espèces et tout, et où c'est l'humain qui est invité à rentrer dans le cercle et pas les Pokémon qui se mettent au service. La scène des bulles bizarres. Ouais. La fois où la deuxième fois la sécurité m'a chopé. Exactement. Je leur ai dit c'est bon, je me calme et tout, ils m'ont ramené dans la salle, c'est bon, je suis calme. Et là, la scène des bulles bizarres. Non mais voilà, oui, pour conclure, très très bon film pour gamins, qu'on prend pas pour des cons pour une fois, qu'on n'essaye pas d'aseptiser un film pour le rendre tout public au point que c'est tellement lisse que tu glisses dessus. Non, vraiment, là pour le coup, c'est un très bon film. Moi qui m'a rappelé un peu l'époque Jumanji et tout ça, etc. Film d'aventure, là pour le coup, vu sous l'angle des Pokémon, c'est prenant. Vous pouvez y aller en famille, vous allez vous éclater. Voilà, et ben on va se dire au revoir. On n'est pas bien ? Si. Paisible ? À la fraîche ? Décontracté du gland ? Et on bandera quand on aura envie de bander ? Voilà, et ben voilà, c'était donc l'analyse de la BA de Dead Don't Die de Jim Jarmusch, qu'on peut s'empresser d'aller voir dès aujourd'hui, oui, parce qu'il sort exceptionnellement ce mardi en simultané à 13h, donc je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir lui, mais vous pouvez aller le voir dès aujourd'hui en tout cas. Le match retour sera lui à venir pour le prochain épisode, donc restez connectés, on vous dira ce qu'on a pensé de ces morts vivants dans la culture Iggy Pop, Jim Jarmusch / Tom Waits. Et pour la semaine prochaine, comment vous teasez ça ? On va aller faire un tour du côté du troisième film de Jean Faible. C'est pas l'histoire d'un mec où quelqu'un a tué son Bulbizarre et il est super vénère, il va buter tout le monde ? Ah oui, on lui a tué son Pokémon préféré et il est vénère. Mais attention, Jean Faible 3. Il ne faut pas se fier à son nom qui est Jean Faible, car il est pas du tout très faible. Et donc voilà, alors on se retrouve la semaine prochaine pour Jean Faible et le match retour de The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Empêchez-moi, là j'ai les nerfs qui C'est vrai que t'as pas chanté aujourd'hui, Romain. Tu veux que je dise au revoir en chantant ? Ouais, vas-y. Eh ben je vous dis à tous au revoir les amis. Peut-être à la semaine prochaine si je suis pas mort entre temps. J'espère pas. Salut la team. Salut. À la semaine prochaine.
Shoshana!